Sylviane Jampineau, vous êtes psychologue de l'enfance, psychanalyste, vice-présidente du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, le HCFEA, présidente du Conseil de l'enfance et de l'adolescence, présidente d'honneur de l'Association nationale des psychologues pour la petite enfance. Et aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler de comment on crée ou pourquoi on crée des espaces dans le monde extérieur qui donnent place au monde intérieur des enfants. Merci. Bonjour. J'ai croisé sur mon chemin en venant quelqu'un qui se demandait si la psychanalyse occupait tout l'espace de la réflexion dans le domaine de la petite enfance. Et du coup, je n'avais pas du tout prévu de parler de psychanalyse, mais je pense que la question mérite réponse. D'abord, la psychanalyse n'a pas de projet hégémonique ni politique. La psychanalyse est une forme de soin. Et donc ce matin, Sophie Marinopoulos a bien fait le lien entre prendre soin comme étant l'un des fils d'Ariane de ce que peut apporter la culture. Et du coup, je voudrais rappeler que la psychanalyse est née du corps, de questions soulevées par le corps. Ce sont les femmes hystériques soignées par le professeur Charcot, avec des symptômes incroyables, qui ont mis sur la piste un certain Sigmund qui s'est dit quand même comment se fait-il qu'on puisse aller si mal, par où ça passe, etc., etc. Et effectivement, la culture, quand elle vient à la rencontre d'autrui, et c'est ce qu'elle est destinée à faire d'une certaine manière, mais quand elle touche surtout, elle touche au corps. Et je voudrais rapporter un épisode personnel, parce que Sophie est venue avec toute sa descendance. J'ai bien compris, il y avait 2 générations en plus de toi, là, dans la salle. Nous avons eu une collègue chorégraphe et danseuse qui a lancé un cri du corps face à la question des écrans. Et c'est son travail que de lancer ce cri du corps. Et puis nous avons une ministre qui, en fin d'intervention, a évoqué un moment personnel. Et elle a parlé avec une certaine émotion de ces 3 premières années de sa vie où elle vivait dans un pays en guerre. Moi, je voudrais vous raconter une anecdote. Je suis allée en vacances, comme plein de gens, en Toscane. Et puis, je suis allée, comme plein de gens, comme des millions de gens, visiter la basilique d'Assise, avec les fresques de Giotto. Voilà. Et lorsque je suis arrivée dans la crypte, j'ai commencé à pleurer, pleurer, pleurer. Et il a fallu déjà que je sorte. Heureusement que j'avais quand même fait quelques années de psychanalyse et j'ai fait un rêve incroyable cette nuit-là. Il a fallu cela pour que je me rappelle que lorsque j'étais en 5e dans une banlieue de Paris et que je traînais dans cette banlieue à essayer de m'occuper en attendant le bus qui n'arrivait jamais à l'heure, il y avait un marchand de journaux. Et ce marchand de journaux avait les revues, le magazine Chefs-d'œuvre de l'art. Et un jour, avec l'argent de ma tirelire, j'ai acheté un fascicule de Chefs-d'œuvre de l'art. Et c'était Giotto. Et je suis arrivée dans ma chambre et je regardais, j'ai dû feuilleter cette revue pendant plus d'1 an. Je me levais dans les couleurs, je me levais dans les images. Jamais je n'ai lu un mot de ce qui était écrit. Mais c'est en arrivant dans cet endroit que l'émotion a gagné et que finalement, on voit bien que l'art parle. Et il parle, et du coup, il fait remémorer ce que nous savons de ce que nous avons vécu, ce que nous avons oublié de ce que nous avions vécu,
Et parfois, il fait se remémorer ce que les générations antérieures ont pu déposer ici et là sur le chemin que nous parcourons dans notre vie. Alors, l'art est politique. Bien sûr, il y a politique artistique, et des politiques de la culture, etc. Mais l'art est politique, pourquoi? Parce que la politique, c'est la police, c'est le peuple. C'est comment on organise des relations entre des gens qui constituent le peuple, donc les humains. C'est politique parce qu'on ne peut pas séparer les espaces. D'abord, on ne peut pas séparer, et c'est le thème de la journée, les espaces du musée, les espaces extérieurs, intérieurs. Le conseil que j'ai l'honneur de présider actuellement prévoit de travailler l'an prochain pour les enfants sur la question des espaces, justement. Les lieux et les espaces, notamment autres que le lieu familial et le lieu scolaire. Parce que dans cette question des espaces publics, naturels, etc., se retrouve la question de la place que nous voulons bien faire aux enfants. Vous savez qu'il y a des villes aujourd'hui qui sont des villes sans enfants. Il n'y a plus d'enfants dans les villes tout seuls, à part ceux qui n'ont pas de toit sur la tête. Les autres sont protégés, accompagnés et rentrent le plus tôt possible. Et les écrans, effectivement, sont là pour veiller à ce qu'ils soient rentrés à l'heure, à ce qu'ils soient en sécurité et à ce qu'ils s'occupent. On ne peut pas non plus séparer les espaces internes et les espaces externes. C'était aussi tout le propos de Sophie. Et je voudrais rappeler, ce matin, Sophie, quand tu évoquais l'utérus, dans l'imagerie classique, on a l'impression que c'est l'endroit magique où on était à l'abri de tout. Peut-être qu'on était un peu protégé, mais pas complètement. Et c'est un environnement premier qui est finalement le sas avec les environnements second, deuxième, troisième. Et on sait aujourd'hui que l'environnement de la mère qui porte l'enfant va générer des états internes de la mère qui va modifier des choses pour les enfants, hein, et pour certaines qui vont être qui vont impliquer des parcours de vie peut-être moins souhaitables que ceux qu'on aurait souhaités pour eux. Et aujourd'hui, avec les chercheurs en génétique et en épigénétique, on sait que l'environnement impacte via le corps, hein, une transformation, je ne vais pas me lancer dans les démonstrations, qui peuvent ensuite être reconduites sur les générations suivantes. Donc, la question de l'environnement dans lequel nous accompagnons les enfants à grandir, elle va de ce type d'environnement-là, hein, de la cellule. On parle de mémoire cellulaire, on parle de mémoire tissulaire, et pourtant, tout est réversible. Mais l'environnement que nous offrons à vivre aux enfants, et c'est l'objet même du Conseil de l'enfance et de l'adolescence, doit mériter qu'on essaie de l'organiser, d'avoir une politique de l'enfance qui soit la plus adaptée possible à ce qui peut être considéré comme des besoins fondamentaux des enfants. Et évidemment, ça nécessite d'être éclairé par un certain nombre de connaissances.
Et je crois qu'on en a eu la démonstration aujourd'hui. Je voudrais vous donner... L'environnement, c'est aussi, je vais être plus claire, hein, l'environnement, c'est comment on organise les services et les institutions qui s'occupent d'enfants, pour les soigner, pour les accueillir, pour les éduquer, pour les transporter, etc. Et je voudrais vous donner une information. Nous travaillons, Sophie, vous le savez, est la personne qui a eu vraiment ce génie de conjoindre santé et culture, de parler de santé culturelle. Au Conseil, nous instruisons actuellement un rapport sur la santé mentale des enfants. Il ressort quoi? Il ressort que nous prescrivons aux enfants des psychotropes à la cadence accélérante que je vais vous citer. Plus 48,54% pour les antipsychotiques entre 2014 et 2021. Sur ces mêmes dates, plus 62,58% pour les antidépresseurs. Plus 78,07% pour les psychostimulants, c'est la Ritaline. Plus 27,7% pour les anticholinergiques entre les mêmes dates. Plus 9,48% pour les dopaminergiques. C'est le fameux récit qui consisterait à dire qu'il y a des sécrétions de dopamine qui interféreraient sur certains comportements des enfants, qui est une fausse vérité scientifique. Hein. Et plus 155,48% pour les hypnotiques et les sédatifs. Si on compare ces données entre 2010 et 2021, elles sont encore plus catastrophiques. Évidemment, on recule de 4 ans et on a... Voilà. Et tout ça indépendamment de la crise du Covid. On aurait plus de 5% des enfants médicamentés dans notre pays. Alors, si certains d'entre vous se demandent pourquoi ils doivent continuer à être des acteurs de l'éveil artistique et culturel, je vous fournis là quand même un argument de poids. Parce qu'il n'échappera à personne qu'un enfant auquel on prête, que des enfants auxquels on prête une certaine attention, que des enfants auxquels on propose de rire, de chanter, de danser, de se concentrer, de rêver, de planer, de s'éclater, sont aussi des enfants pour lesquels on offre de la relation, du lien, des vibrations, un élargissement de la palette des expansions et des capacités d'expression qu'ils vont pouvoir mettre au service de l'expression de leur propre souffrance. Et ça, c'est aussi la culture. Elle canalise la souffrance, elle libère, elle permet d'exprimer et elle permet de partager autrement que par la parole. Parce que si la psychanalyse peut des choses avec des enfants ou des adultes qui parlent, et la parole est évidemment l'outil principal, il faut se rappeler que les psychanalystes qui travaillent avec des jeunes enfants ou avec des personnes handicapées, etc., travaillent sans la parole. Nous travaillons par des perceptions psychosensorielles. Nous nous retrouvons dans un certain état face à ce qui se passe entre un enfant et ses parents, ou entre un enfant et la personne qui s'occupe de lui. Et là, je regarde ceux qui travaillent à l'hôpital, hein, la musique à l'hôpital, les clowns à l'hôpital, etc. Les artistes sont aussi vibratiles que les bébés, que les enfants, que les personnes malades, vulnérables, les personnes âgées aussi, hein, et les psys également, mais aussi tous les professionnels qui s'occupent de jeunes enfants. C'est quelque chose qu'on ne dit jamais assez, et je le répète à chaque fois que je peux, s'occuper de jeunes enfants, c'est mettre en jeu, c'est réveiller, révéler et utiliser
les mêmes canaux de sensibilité, de communication, de perception, de ressenti et de vulnérabilisation ondulatoire que celles que nous avions quand nous étions nous-mêmes des enfants avant de naître et très très tôt après notre naissance. Et les professionnels de l'enfance qui sont auprès des enfants sont des professionnels dont il faut prendre soin pour qu'ils puissent aménager, réguler, métaboliser, symboliser et partager ces états de fragilisation temporaire et ondulatoire nécessaires à s'occuper bien des jeunes enfants. Et c'est là que nous sommes tous dans une boucle qui nous relie, qui est une boucle finalement qui fait de nous, les artistes, les professionnels de l'enfance, et on serait là auprès de personnes qui s'occupent de grands malades ou de personnes handicapées ou de personnes âgées très dépendantes avec des troubles spécifiques, c'est aussi le cas. Et donc c'est toute la question de la vulnérabilité humaine. Mais si on continue à penser qu'on peut s'en sortir en donnant des médicaments, effectivement, nous voyons bien que nous sommes dans une crise de la sensibilité à laquelle faisait référence Sophie ce matin. Car la seule chose qui nous permet d'avancer pour créer du nouveau, pour modifier ce qui ne va pas et pour rester vivant dans l'espace que nous occupons dans notre vie, qui est un espace peuplé d'autres dont on modifie l'espace parce qu'on interagit avec eux, eh bien effectivement, il faut que nous puissions travailler ensemble et ne pas générer les clivages, etc. Je voudrais évoquer avec vous un point sur le monde extérieur et le monde intérieur, qui est la question du mensonge des enfants. Vous savez qu'on traque la vérité, vous savez qu'on considère que pour éduquer bien les enfants, il faut leur apprendre à dire la vérité, etc., etc. Et moi, je revendique qu'il faut se rappeler aussi que les enfants, le mensonge, quand ils commencent à mentir, pour nous, c'est un indicateur qu'ils commencent à créer une sorte de sas un peu mieux structuré entre leur monde interne et le monde externe. Je vais utiliser une anecdote. Un petit garçon de 14 mois, il est là, il ne bouge pas, je parle avec sa mère. À un moment donné, elle évoque sa séparation d'avec le père, et l'enfant se déplace et va au sol et il ramasse quelque chose qu'il vient porter à sa mère. Et il recommence plusieurs fois comme ça. Et là, la mère lui dit « Oh, elles sont jolies tes fleurs, merci. » Et là, elle me raconte qu'elle ramasse, quand elle rentre de la campagne le dimanche, elle s'arrête sur le bord de la route, elle ramasse des fleurs des champs, parce qu'elle adore ces fleurs-là, etc., etc. Donc cet enfant qui est seul avec sa mère, voit sa mère s'éloigner, se faire plaisir, revenir avec quelque chose, et lui, du haut de ses 14 mois, il fait ça à un moment où sa mère était fragile. C'était beau, c'était poétique, c'était artistique, et le comble du comble, c'est le récit de la mère. Et là, je me suis interrogée. Je me suis dit, mais est-ce qu'en fait, à 14 mois, ils font déjà semblant, ils ne font pas semblant, est-ce que c'est du mimétisme, etc. Et toutes les théories de tous les courants de la psychologie me sont passées par la tête en un éclair pour essayer d'interpréter et de comprendre ce qui s'était passé là. Et quand je suis tombée sur certains écrits qui disent que le mensonge chez le jeune enfant, c'est un des indicateurs d'un trouble mental
genre troubles des conduites et troubles de la socialisation, eh bien, je me suis interrogée. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait l'enfant quand il ment? Quand il commence à mentir, vous savez, ça se voit. Ça se voit, c'est énorme. Eh bien, il est en train de vérifier qu'il peut avoir un espace mental qui échappe à cette attitude d'empathie profonde que peuvent avoir les adultes qui s'occupent de près des jeunes enfants. C'est vrai qu'on les décrypte, c'est vrai qu'on les devine, c'est vrai qu'on ressent ce qu'ils peuvent ressentir. Eh bien, il y a un moment, il faut lâcher cette capacité d'être aussi près des enfants pour qu'ils puissent, hop, se raconter ce qu'ils veulent, nous raconter des fadaises et considérer qu'on n'y comprend rien. Eh bien ça, c'est déjà la naissance de l'art et du spectacle. Car nous sommes tous férus d'aller au spectacle, férus de voir des choses incroyables et d'y croire. Et c'est aussi pour ça que la culture, parce qu'elle nous emmène ailleurs, quelquefois nous permet de tenir et de survivre. Hein. Et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Maya sur la discontinuité. C'est vrai que le corps, c'était très bien démontré, hein, et c'est le premier média entre soi et le monde. Mais l'enfant n'est pas tout à fait un animal. On parlera plutôt de corps psychique, de corps comme support sensible et messager des liens. Le corps comme moyen d'expression, de découverte et d'apprentissage. Bon, ça a été dit, multimodal, transmodal, psychocorporel. Il pense par ses sensations à condition que celles-ci soient humanisées par des paroles, des chants, des gestes, des situations aménagées pour lui. Et du coup, je pensais au fait que dans toutes les cultures, ça a été évoqué tout à l'heure, hein, dans toutes les cultures, on chante avec les bébés, on berce les bébés, et on a toutes ces chansons, comptines et jeux de doigts. C'est comme la petite bête qui monte, etc. C'est-à-dire que l'enfant, avec le rituel, attend le moment où elle va monter. Et en fait, l'adulte, au fur et à mesure, va modifier le tempo, le rythme. Les bercements, les rituels, etc., nécessitent une implication rythmique de l'adulte envers l'enfant. C'est cette régularité qui confère une sécurité, un sentiment interne de continuité d'exister, et c'est des éprouvés, perceptifs, etc. Je ne vais pas développer. Je voudrais vous citer Albert Sicone. La rythmicité des expériences donne une illusion de permanence et garantit un sentiment de continuité. L'absence n'est tolérable et maturative que si elle alterne avec une présence dans une rythmicité qui le garantit. La discontinuité n'est maturative que sur fond de permanence et la rythmicité des expériences donne une illusion de permanence. Alors ça, c'est quand ils sont tout petits ou insécures. Mais peu à peu, ils s'ennuient. D'ailleurs, Maya nous a montré qu'ils s'ennuient très vite, les enfants. Hein. Le temps qu'ils aient scanné ce qui les entoure, ils ont envie de passer à autre chose. Je voudrais faire un lien entre ça et la dimension sociale et politique, là encore. Mais je voudrais aussi citer Sylvain Missonnier, qui travaille sur les relations parents-bébés. Et il parle d'accordage, de danse, comme toi, Maya, d'ajustement chorégraphique parent-bébé, adulte-bébé, professionnel-bébé. Et
au départ, les capacités d'attention du bébé étant très courtes, c'est lui-même, il le dit aussi Sylvain, c'est lui-même qui finalement mène la danse. Parce que l'adulte qui s'ajuste au bébé va s'apercevoir qu'il faut qu'il passe à autre chose. Et il y en a un autre. Alors c'est des vieux, je vous cite des vieux. Pourquoi je vous cite parfois des vieux? Tout simplement parce que je lutte contre l'amnésie. L'amnésie des connaissances, l'idée que parce que ça a plus de 5 ans, 10 ans, c'est périmé, ça, c'est le monde marchand, ce n'est pas le monde de la culture. Nous sommes tous en dette à tous ceux qui ont pensé avant nous, pratiqué avant nous. Daniel Stern, il rappelle il disait au maire, c'est normal de se rater. Les interactions précoces, elles ratent les 3/4 du temps. Donc on croit s'ajuster, mais on se désajuste. Et c'est tant mieux. Car c'est ça qui ouvre les dysrythmies, les écarts, les loupés, sont des ouvertures, c'est ce qui donne de la chance. C'est ce qui rompt avec l'homogénéité. Et c'est ça qui donne une place pour le tiers, pour l'altérité, pour l'autre, les autres et la différence. Alors après, d'une culture à l'autre, ce qui varie, c'est l'appréciation de la maturité d'un enfant. Quand on peut lui dire ça, lui proposer ça, c'est la question du livre, à quel âge ça commencerait, etc. Aller dehors, aider la grand-mère, ça dépend des cultures, tout ça varie. Mais ces rituels, ces questions de temporalité, ces pendules, ces calendriers, c'est ça aussi qui fait culture, qui fait lien. Il faut bien qu'à certains moments, on se synchronise un petit peu, qu'on se rencontre un petit peu. Ce matin, je suis arrivée dans le hall, j'ai vu évidemment des gens, on se connaît, on est nombreux à se connaître ici. Et je dis, mais c'est génial, aujourd'hui, c'est la boum. On retrouve les copains. Et bien oui, vous voyez, il y a 2 ministères qui nous ont organisé une boum. Pas mal. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que pendant que nous sommes là, à l'Assemblée nationale, se réunit une commission. Il y a eu des propos graves, racistes, tenus au sein de cette Assemblée, et une commission est en train de voir comment on peut, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça dans une enceinte comme celle-ci, pour qu'on ne considère pas que les étrangers n'ont pas leur place dans notre espace de vie. Voilà, peut-être que j'ai été un peu, j'ai balayé un peu comme ça en éventail, mais c'est le message que je voulais vous livrer aujourd'hui. Faire culture, ça devrait s'écrire avec un S. Voilà, je vous remercie. Merci Sylvain. Bonjour, je suis Dominique Rateau, présidente de l'agence Quand les livres relient. Merci Sylviane pour cette ouverture aux cultures avec un S. Depuis ce matin, je suis titillée. Alors, il faut que je le partage. Je suis titillée par l'intervention de la danseuse et de son interpellation à la ministre de la Culture. Parce que je fais partie des anciens, les vieux de la vieille, et ça fait 40 ans que les premières actions de lecture partagée avec des petits, de musique partagée, de sensibilité, de sensibilisation du monde adulte en direction de la sensibilité des tout-petits et de ce qu'ils peuvent nous apporter dans le lien. Et j'ai entendu dans ce cri du cœur et du corps, c'est très beau ce que tu dis, Sylviane, comment ça se fait qu'on n'aille pas plus vite ? Comment ça se fait qu'avec la qualité de parole
des professionnels de la culture, de la petite enfance, qui sont le résultat de tout ce travail de sensibilisation entre les institutions publiques, les fondations privées et les associations, comment se fait-il qu'on n'ait pas le flambeau de la culture pour tous dès la toute petite enfance? Pourquoi on n'y arrive pas? Et dans ce cri du cœur, ce matin, j'ai entendu ça. Voilà. Et je trouverais dommage que ce ne soit pas dit de cette façon, en remerciant en même temps les deux ministères de cette énergie qu'ils développent, et surtout, je dirais, les personnes qui travaillent dans les administrations, qui sont tout le temps en train d'ajuster parfois des choses très paradoxales et des injonctions paradoxales, et comment c'est en travaillant tous en alliance qu'on arrive à résister. Mais ma question est, j'aimerais bien qu'on soit au-delà de la résistance maintenant. Voilà, je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous, Malvienne Gerbe, chorégraphe. C'est vraiment une réponse spontanée à ce que je viens d'entendre là. Moi, je travaille dans 3 axes. Depuis quelques années, la petite enfance, mais aussi l'espace public et les pièces pour tout public. Et en fait, j'ai plutôt une sensation optimiste pour le jeune public, comme vous parlez d'un flambeau. Il me semble qu'en comparaison de ce qui se passe pour les spectacles de toute génération et surtout pour adultes, c'est plutôt là, aujourd'hui, qu'on trouve le plus de public enthousiaste. Et donc, j'ai un petit peu l'impression qu'il est en train de se développer quelque chose pour la petite enfance, naturellement, malheureusement, de par le contexte de la crise sanitaire, ça a chamboulé beaucoup de choses. Et donc, au lieu de dire on n'y arrive pas, j'ai l'impression que c'est en train de se passer dans les interstices. Voilà. Oui, moi je peux partager cette impatience de Dominique, évidemment, mais s'il y a parmi les domaines que je croise de là où je me trouve, hein, cette espèce d'endroit qui donne un peu le vertige, c'est vraiment un des domaines où ça avance bien plus que dans d'autres. Bien plus que dans d'autres. Et je crois que c'est probablement lié au fait qu'il y a eu des racines posées depuis longtemps, hein, et vous étiez, Marc est là, ce ministère de la Culture, cette idée de partenariat entre ces deux ministères, elle est ancienne, ça a été relancé, le protocole a été relancé, il va être éventuellement réexaminé, mais là, franchement, en ces 5-6 dernières années, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Et surtout, beaucoup de jeunes sont impliqués. Et de jeunes artistes s'intéressent à la petite enfance. Ça, c'est assez nouveau, quand même. Nous n'étions pas que des jeunes. Il y a vraiment un mouvement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'augmentation des connaissances, ou en tous les cas une meilleure transmission, hein, il y a à la fois une recherche qui évolue, mais il y a des connaissances qui sont mieux transmises, ben, ça vient valider tout ça. Ça vient valider tout ça. Donc là, je trouve dans les exposés d'aujourd'hui, les deux que j'ai entendus, entre Sophie et Maya, on sait vraiment, la preuve est là, quoi. La preuve est là. Donc c'est bon. Merci Sylviane, sans espoir, on ne peut plus vivre. Donc je crois qu'on va garder l'espoir. Cependant, le cri du corps ce matin, il était spontané et je m'étais toujours dit autour des actions que je mène dans les écoles de toutes petites sections, des TPS, des quartiers prioritaires ou des classes de petites sections de quartiers prioritaires où je donne des ateliers de danse. Je me suis dit, si un jour j'y arrive plus,
faudra vraiment lancer l'alerte. Et je vous assure qu'aujourd'hui, on n'y arrive plus. Pourquoi? Alors, ce serait très long d'exposer les faits. Parce que, évidemment, nous, on arrive là avec toute notre force poétique, tout ce qui nous habite, tous nos rêves. Vous avez parlé, Maya, de... Voilà, je ne sais pas, on a une sensibilité, une perception qui rejoint celui du tout petit. Sauf que quand on arrive dans une classe de toute petite section où il y a peut-être 18 enfants et qu'il y en a 6, 7, 8, 9 dont on ne peut pas attirer l'attention. On a beau être des magiciens et des très grands musiciens ou des très grands danseurs ou des très grands artistes, tout ce dont vient de parler Maya. Cela ne marche plus. Pourquoi ? Évidemment, on sait, encore une fois, gardons l'espoir, mais on sait la souffrance sur cette terre de plein de facteurs. Tout ce dont tu as parlé tout à l'heure qui met en lumière ce dont vous parlez aussi très bien, c'est-à-dire le besoin de chaleur humaine, le besoin d'humain, le besoin du b.a.-ba, du proto-regard, le premier regard que l'enfant porte à ses parents, le besoin d'humain, etc. Et qu'on entend une ministre qui se réjouit hier, youpi tralala, les jeux vidéo vont aussi nous aider à éveiller les enfants. Ce n'est pas vrai. C'est la force des lobbyistes et des vendeurs de jeux vidéo et des chercheurs qui trient les cerises, qui trient des études pour sortir des études où des parents croient encore que les jeux vidéo sont épanouissants pour leur enfant. Je vous assure que je suis scandalisée. Il faut aller aujourd'hui. Les chiffres que vous venez de donner, Sylviane nous parle. Est-ce qu'on ne peut pas mettre le lien entre ces chiffres et évidemment la souffrance sur cette terre qui a de multiples facteurs, mais aussi le fait que chaque enfant aujourd'hui a un écran devant lui et chez lui. Il y a des enfants, encore une fois, qui ne peuvent pas porter le regard sur quelque chose, qui ne sont attentifs à rien. Pourquoi ? Parce que les 3 premières années de sa vie, où il a besoin de tant d'interaction humaine, n'ont pas eu... Voilà, je suis désolée, mais c'était un besoin peut-être de le dire. Merci. Voilà, mais ce serait bien dommage. Toutes les questions que vous posez, beaucoup de gens se les posent et des travaux vont dans le sens de vos inquiétudes. Donc on n'est pas dans un univers où on n'y comprend rien, etc., etc. Il y a des tas de travaux là-dessus. Il y a des médecins de protection maternelle et infantile qui se sont mobilisés. Il y a des prises de conscience. Voilà. Je trouverais dommage que cette journée se termine sur la question des écrans. Parce que c'est le génie diabolique de l'écran. Et quand on parle de culture, il y a toujours un moment où quelqu'un parle d'écran. Et dès qu'on prononce le mot écran, la discussion part sur les écrans.